possible. Par exemple, l'hôpital Al-Aqsa, qui a repris un petit peu son fonctionnement, a dit qu'ils font face à des coupures considérables de médicaments pour les femmes enceintes, les enfants et les bébés. Et ils ajoutaient qu'ils reçoivent simplement 3% du matériel médical nécessaire. Une autre conséquence très grave de la guerre que mène Israël contre la population de Gaza, c'est l'environnement. Il est gravement impacté par les bombardements. Rien que les 2 premiers mois ont généré plus de 280 000 tonnes de dioxyde de carbone. Et je cite des chercheurs du Social Science Research Network aux États-Unis. Nous nous concentrons sur les conséquences quotidiennes de la guerre, mais les conséquences environnementales continueront de nuire à la santé de la population pendant des décennies. Pendant des décennies encore, les Palestiniens de Gaza mourront à cause de la guerre que mène Israël. Et puis il y a la guerre par la faim, totalement illégale évidemment au regard du droit international, là encore. C'est une famine organisée, on l'a déjà dit. Il n'y a toujours pas de nourriture, toujours pas d'eau, pas de produits essentiels. Et quand je dis qu'elle est organisée, c'est que les entrepôts où il y avait de la nourriture sont régulièrement bombardés, que la pêche, qui était une manière de nourrir une partie de la population, est complètement entravée, et que les champs sont détruits, inutilisables pour très longtemps. C'est quelqu'un qui l'a balancé? Selon le porte-parole de l'UNICEF, plus de 15% des enfants de moins de 2 ans souffrent de malnutrition aiguë dans le nord de la bande de Gaza. Et ainsi, Ahmed Wael Al, 3 ans, est mort de faim et de déshydratation. De même qu'un autre enfant de 15 ans au complexe médical Al-Shifa, dont le nom n'a pas encore été révélé. Les Gazaouis cherchent de la nourriture partout où ils peuvent, mais les sols sont jonchés d'explosifs. Et pour essayer de trouver de la nourriture, les gens se déplacent, y compris dans ces zones extrêmement dangereuses. Handicap International dit, je cite, « Même s'ils sont conscients du danger, ils préfèrent fouiller dans des ruines. » Pour Handicap International, le déminage est une nécessité impérieuse pour protéger la population. Mais beaucoup de gens qui ont été déplacés dans le sud de Gaza veulent rentrer chez eux, dans ce qui peut rester de chez eux, quitte à être dans les ruines. Et pour Handicap International encore, tout mouvement de population vers le nord entraînerait une dégradation de la situation humanitaire. Cela compliquerait l'acheminement de l'aide qui peine déjà à accéder au sud, alors que s'y trouvent les 2 points d'entrée dans Gaza. Toujours pour Handicap International, je cite, « La perspective d'une offensive à Rafah n'est pas imaginable. Seul un cessez-le-feu permettra de répondre aux besoins de la population. » Il faut effectivement que l'aide entre à Gaza. Vous avez certainement vu, comme tout le monde, parce que ça a été assez bien couvert, y compris par les médias occidentaux, cette attaque tragique des civils qui essayaient de se procurer de l'aide amenée par camion et qui se sont fait abattre comme des lapins par les snipers israéliens. Ça s'est reproduit. Donc 2 fois, ces gens complètement désespérés qui cherchent ne serait-ce qu'un peu de farine pour nourrir leurs enfants, empêcher qu'ils meurent de faim, se sont fait abattre comme des lapins, comme je disais. Alors, on a vu aussi toute une campagne d'information bien développée sur le fait que les États-Unis, la Jordanie et la France aussi ont largué des colis alimentaires et des produits de première nécessité sur Gaza. C'est une goutte d'eau, et c'est une goutte d'eau qui peut tuer. Parce que certains de ces colis, donc, qui descendent sous parachute, n'ont pas été... les parachutes ne se sont pas ouverts, et les colis sont tombés à la vitesse de 150 km/h à peu près sur des maisons et ont tué des gens dans la ville de Gaza, enfin, à côté de la ville de Gaza. En plus, ces largages et toute la com qui est faite autour, en fait, ça exonère Israël de sa responsabilité de ne pas bloquer l'aide, d'apporter ce que demande le droit international, de l'aide à la population occupée, en l'occurrence la population massacrée.
Et évidemment, il se réfugie derrière ces largages pour maintenir absolument étanche l'entrée et la sortie de Gaza. Alors, autre nouveauté, il y a 2 jours, Biden a déclaré qu'avec l'UE, ils allaient mettre en place un corridor humanitaire et une jetée, une espèce de port, une jetée, pour faire venir de l'aide de Chypre. Outre que les corridors humanitaires sont bien connus pour ne pas du tout être sécurisés, la jetée en question servirait à amener certainement un peu d'aide, mais on retomberait exactement dans le même cas de figure que pour les largages, c'est-à-dire qu'Israël serait complètement exonéré de sa responsabilité absolument criminelle. Pour la directrice générale de Médecins sans frontières, je cite, « Le projet américain d'une jetée temporaire à Gaza pour augmenter le flux de l'aide humanitaire n'est qu'une grossière diversion qui occulte le vrai problème. La campagne militaire aveugle et disproportionnée d'Israël et son blocus punitif. La nourriture, l'eau et les produits médicaux dont les habitants de Gaza ont aussi désespérément besoin se trouvent juste de l'autre côté de la frontière. Israël doit faciliter ses approvisionnements au lieu de le bloquer. Il ne s'agit pas du tout d'un problème de logistique, il s'agit strictement d'un problème politique. » Alors, ce qu'ils envoient aussi, les Américains, c'est des armes. Ils ont envoyé, depuis le début de la guerre, plus de 100 cargaisons d'armes à Israël. Selon le Washington Post, un grand journal des États-Unis, ce sont des milliers de munitions à guidage de précision, des bombes de petit diamètre, des bombes anti-bunker et des armes légères, ce qui correspond à une implication massive de Washington dans un conflit qui dure depuis 5 mois. De plus, ça s'est fait dans le secret le plus total. Seules 2 des livraisons ont été rendues publiques et encore Biden avait contourné la réglementation du Congrès pour les faire parvenir. Toutes les autres se sont faites en secret. Cela correspond à un nombre très élevé de ventes sur une période assez courte. Toujours le Washington Post. Ce qui suggère fortement que la campagne militaire israélienne ne pourrait pas se maintenir sans ce niveau de soutien américain. Quant à la France, je ne vais pas épiloguer, vous avez entendu comme moi le ministre des Armées dire que la France était irréprochable sur la question de l'envoi d'armes à Israël. Alors le Ramadan approche, c'est vraisemblablement lundi que ça va commencer. Vous savez que c'était la date butoir qu'avait fixée Netanyahou pour, si tous les otages n'étaient pas libérés, attaquer Rafah, donc cette grande ville du sud où s'entassent dans des conditions absolument épouvantables environ 1 700 000 Palestiniens. Il y a eu des négociations au Caire la semaine dernière, mais qui n'ont pas abouti. Alors, quelles étaient les conditions que posait le Hamas pour envisager un accord de trêve? La fin de l'attaque israélienne, le retrait de toutes les troupes israéliennes de Gaza, l'entrée massive de l'aide humanitaire. À ce moment-là, disait-il, il serait prêt à relâcher des otages contre un certain nombre de prisonniers palestiniens. Vous savez que les prisonniers avoisinent à peu près 10 000 maintenant. Pas surprenant, la réponse israélienne a été non. Par contre, peut-être l'avez-vous vu aussi, c'est le Hamas que les États-Unis accusent de bloquer les négociations. Et Netanyahou a par ailleurs déjà annoncé que même s'il y avait une trêve de 6 semaines, il reprendrait la guerre immédiatement après. On voit mal pourquoi le Hamas accepterait des conditions aussi criminelles. Dans le même temps, en Cisjordanie, la colonisation se renforce tous les jours, au point que Biden a décidé de tenter de mettre le haut là et il a porté des accusations fortes sur l'illégalité de la colonisation. Mais comme dans tous les cas de figure, Netanyahou et son gouvernement fasciste ne font strictement que ce qui sert leurs intérêts. Les menaces sur Jérusalem au moment du Ramadan se précisent. Vous savez que sur l'esplanade des mosquées, les fidèles musulmans, donc palestiniens en l'occurrence, se rendent pendant le Ramadan pour des prières, etc.
Et Israël a apparemment l'intention de limiter considérablement l'accès, ce qui pourrait être une autre zone absolument explosive, sans un mauvais jeu de mots, sur la question de Palestine. J'ai parlé des prisonniers. En Cisjordanie, l'emprisonnement des militants et même des simples citoyens, citoyennes est en augmentation constante. Je vous parlais de 10 000 prisonniers environ. Alors non seulement ils sont emprisonnés sans jugement, sans la moindre preuve jamais, mais en plus ils subissent en prison des traitements absolument dégradants. Les femmes sont parfois violées ou menacées de viol. Les tortures sont documentées par les ONG de défense des prisonniers. Et ça ne bouge pas non plus. Pourtant, la solidarité internationale est forte. Alors, je ne parle pas des États, même si les États ont commencé sérieusement à bouger sur leur posture tout à fait pro-israélienne du départ. Mais les peuples, oui, les peuples sont dans la rue. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux et c'est bien regrettable. Mais partout, il y a énormément de monde à demander la fin du génocide, à demander le cessez-le-feu immédiat et définitif, et également que Israël soit tenu comptable des crimes qu'il commet. Même aux États-Unis, il y a beaucoup de manifestations. Il y avait encore des centaines de manifestants à Washington là, il y a 2-3 jours. Et puis vous avez peut-être vu le sacrifice de ce soldat, Aaron Bushnell, qui s'est immolé par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington pour protester contre le génocide. Ça a été une forme d'électrochoc pour une partie de la population états-unienne qui s'est finalement reconnue au point que énormément de soldats ont brûlé leurs uniformes en hommage à Aaron et puis contre la guerre génocidaire que mène Israël à Gaza. En France aussi, les manifestations sont importantes, y compris hier, 8 mars, journée de défense des droits des femmes. Ici, à Brest, il y avait des drapeaux palestiniens dans la première manif. Le discours qui commençait la deuxième manif était très clairement en faveur de la fin du génocide et pour les droits des Palestiniens. Donc on est en osmose finalement avec la population de manière générale. Mais par contre, vous avez peut-être vu aussi qu'à Paris, dans la manifestation donc, pour les droits des femmes juives d'extrême droite se sont introduites dans le cortège, avec l'accord des organisatrices d'ailleurs, ce qui pose un certain problème. Et elles étaient accompagnées par une troupe d'hommes, cagoulés, masqués, avec des armes, avec des lacrymos, etc. Et qui se sont pris très, très violemment au cortège. Finalement, après ce que certains médias appellent de la tension, la police est intervenue pour les séparer et a exfiltré les femmes en question qui font partie d'un mouvement qu'elles appellent « Nous vivrons » et qui ont publié aujourd'hui une déclaration mais à vomir en disant « Heureusement que nous avions un service d'ordre, sinon on assistait à un pogrom de juives ». Cette manipulation de la judéité de certaines personnes, de l'antisémitisme, est absolument scandaleuse. Et nous la récusons totalement. Nous sommes parfaitement opposés à l'antisémitisme, comme à tous les racismes. Mais dans l'ambiance actuelle, c'est malheureusement un argument qui est trop souvent utilisé. Pour conclure, je vais citer Francesca Albanese, qui est rapporteur des Nations Unies pour le peuple palestinien, et qui dit « Au vu de la situation absolument dramatique que vit le peuple de Gaza, un embargo sur les armes et des sanctions économiques contre Israël sont la seule manière d'arrêter le génocide à Gaza. » Je vous remercie.